Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale puisque pour la première fois sur cette chaîne, je vais vous proposer la review du dernier chapitre de One Piece. One Piece étant mon manga préféré depuis plus de 10 ans maintenant, il est temps que j'en parle un peu plus sur cette chaîne. Alors ici on est loin des productions hollywoodiennes des autres youtubeurs One Piece, mais j'espère que cette modeste review va quand même vous plaire. Et si j'ai décidé de commencer les reviews One Piece sur ce chapitre, c'est parce que depuis la fin de Wano, on est sur les chapitres que j'aime le plus dans One Piece. Vous savez, c'est ces chapitres interarcs où Oda nous fait voyager dans son incroyable univers. Le manga existe depuis plus de 20 ans maintenant, ce qui a laissé le temps à Oda le temps de mettre en place une géopolitique fictive passionnante. Surtout en ce moment où Oda est en train de faire les derniers réglages pour préparer la bataille finale du manga. Dans le monde de la piraterie, on assiste à la chute de deux empereurs de l'ancienne génération et la montée en puissance de la nouvelle. On a une fièvre révolutionnaire qui se répand dans de nombreux royaumes qui sont bien sûr appuyés par les hommes de Monkey D. Dragon. Et enfin la marine qui d'un côté renforce la piraterie en destituant les Shichibukai, en lâchant de la nature de redoutables pirates. L'alliance de certains d'entre eux va d'ailleurs permettre l'émergence d'un nouveau Yonkou, mais de l'autre la marine se renforce considérablement grâce à la dernière création de Vegapunk, les Séraphins. Bon déjà eux, rien que dans leur chara design je les trouve incroyables, mais ce que j'aime le plus chez eux c'est la terreur qu'ils inspirent. Avec eux je retrouve un peu ce sentiment que j'avais quand je découvrais pour la première fois les pacifistas dans le manga. L'impression d'être face à des machines de guerre très puissants et sans émotion qui peuvent te détruire sans forcer. Bref, toutes les factions essayent de se renforcer, c'est une course à l'armement et ce cocktail explosif nous mènera directement à la fin du manga. Bon maintenant revenons au chapitre. Parlons tout d'abord de Sabo. Sabo qui est férocement traqué par la marine et pour cause, il a découvert l'un, voire le secret le plus important du monde, l'existence d'Im-sama. Le monde entier serait bouleversé par cette nouvelle si elle venait à s'ébruiter, il faut donc absolument faire disparaître Sabo et sa trace sera finalement retrouvée dans le royaume de Lulusia où Sabo va enfin donner un signe de vie à ses compagnons et leur dire qu'il n'a rien à voir dans l'assassinat de Cobra. Moi déjà j'étais soulagé qu'il ait eu le temps de dire ça, je déteste les quiproquos dans les mangas ou dans les séries, donc là c'est bon. Dragon peut dissiper ses doutes qui pèsent sur son numéro 2, et alors qu'il tentera de partager l'information la plus confidentielle du monde, Im-sama ne laissera pas finir sa phrase en détruisant purement et simplement le royaume. D'ailleurs la situation est un peu ambiguë, est-ce qu'Im-sama fait détruire l'île à cause de Sabo ou est-ce que c'était déjà prévu de le faire pour les punir de leur rébellion? En tout cas je me suis mangé une claque devant cette planche, on dirait que d'un simple claquement de doigts, Im-sama peut rayer de la carte un royaume en entier. Quelle puissance phénoménale! Un Buster Call à côté, c'est un feu d'artifice. D'ailleurs, cette démonstration de puissance vient au bon moment dans le manga. Depuis que Luffy a battu Kaido, on arrive maintenant à évaluer à peu près l'échelle de puissance des empereurs. Du coup, on n'est plus aussi impressionné qu'avant. Certains d'entre eux ont peut-être même pu vous décevoir. Mais maintenant que Luffy atteint les sommets de la piraterie, il est intéressant d'avoir un aperçu de la puissance d'ennemis qui semble être encore au-dessus de ce plafond. C'est assez terrifiant d'ailleurs de voir le Gorosei et Im-sama être prêts à sacrifier sans hésiter des civils, des enfants, des innocents. Alors on a déjà vu la marine être capable de le faire dans le passé comme ils ont fait un Buster Call contre l'île de Ohara, mais là de voir un tel événement dans le présent c'est encore plus choquant. Maintenant la question qu'on se pose c'est comment Im-sama a fait ça? Est-ce que c'est le pouvoir d'un fruit du démon ou alors celui de la dernière arme antique, Uranus? Perso, en prenant en compte la distance, la puissance de la frappe, je pense que c'est un pouvoir qui va au-delà de celui des fruits du démon. Je pense que c'est bien Uranus qu'on vient de voir à l'œuvre. L'autre question qu'on se pose alors cette fois-ci c'est est-ce que Im-sama est elle-même l'arme antique ou alors est-ce qu'Uranus est une entité bien distincte dont Im aurait pris la possession? Difficile à dire à ce stade, on n'aura pas la réponse maintenant. Alors encore une autre question qu'on peut se poser et on s'en pose vraiment beaucoup chaque semaine avec Oda, pourquoi le gouvernement mondial n'utilise pas plus souvent ce pouvoir pour éradiquer directement les territoires contrôlés par les empereurs par exemple? Et il y a plusieurs raisons à ça. Alors la première c'est déjà pour des raisons de confidentialité. S'il s'agit bien d'une arme antique, le gouvernement mondial a tout intérêt à le garder caché. Si tu commences à pulvériser toutes les îles qui échappent à ton contrôle d'un claquement de doigts, les gens vont finir par se poser des questions. Et Im-sama ne pourra plus tirer les ficelles de ce monde dans l'ombre, où elle prend bien le temps de soigner les apparences. Ensuite, il faut bien comprendre que détruire complètement des îles, ça ne résoudrait pas les problèmes dans leur fond. On peut comparer ce pouvoir à celui de la bombe nucléaire. Aujourd'hui, on a des pays qui possèdent la bombe nucléaire et qui pourtant ne l'utilisent pas contre leurs adversaires. La Russie ne l'utilise pas la bombe nucléaire en Ukraine, la Chine ne le fait pas pour Taïwan et la France non plus au Sahel, parce qu'au-delà même des questions de radiation, ils savent que ça ne mettrait pas fin au conflit. Ils font face à des problèmes beaucoup plus complexes que ça. Et enfin, ce pouvoir a sûrement des limites. Est-ce qu'il peut toucher n'importe quel point du globe? Je pense pas. Il doit avoir un certain rayon d'action. C'est d'ailleurs possible que plus la cible est éloignée, moins la frappe sera précise et puissante. Et si ça se trouve, tu ne peux qu'utiliser qu'un certain nombre de fois cette attaque, que ce n'est pas illimité, ou alors qu'il faut un certain temps de chargement entre chaque attaque. En tout cas, cette attaque est utilisée que très rarement et
en ultime recours. C'est sûrement comme ça que God Valley a été complètement rayé de la carte. Et c'est parce que je pense que God Valley a été détruite de cette façon que, pour moi, Vivi n'est pas directement liée à Uranus, puisqu'elle n'était pas encore née quand God Valley a été rasé. Mais cette planche me renforce dans mon idée qu'Im-sama sera l'antagoniste final du manga. De toute façon, ça devrait se jouer entre Im-sama et Barbe Noire. Mais pour moi, Barbe Noire ne sera pas le dernier ennemi de Luffy. Il sera le dernier ennemi de Luffy dans le monde de la piraterie. C'est-à-dire qu'il sera son ennemi final dans la course au roi des pirates. Le dernier obstacle avant de trouver le One Piece. Et je pense qu'après cette découverte, Luffy sera beaucoup trop loin pour tous les autres pirates. Il devra se battre contre un personnage qui s'élève au-dessus de l'humanité. Contre une entité presque divine comme Im-sama. D'ailleurs, j'aime de plus en plus le Gear 5 de Luffy parce que ça lui donne à lui aussi un aspect divin. Le combat final de One Piece sera un duel entre deux divinités. Je parlais tout à l'heure de la géopolitique dans One Piece, mais il ne faut pas oublier de prendre en compte les armes antiques. Pour moi, ce chapitre confirme que le gouvernement mondial est bien en la possession de l'une d'entre elles, et il leur faudrait au moins ça si Luffy possède à ses côtés Poséidon et Pluton lors de la bataille finale. En tout cas, le pauvre Sabo, juste au moment où il pensait pouvoir souffler un peu, il se mange une putain de bombe nucléaire sur la tête. Je pense qu'il va survivre, mais il va tellement s'en vouloir en se disant qu'à cause de lui, des milliers d'innocents sont morts. Mais bon, mon cher Sabo, c'est face aux pires injustices que se forgent les plus grands révolutionnaires. D'ailleurs, je pense qu'il est pas prêt de retrouver les révolutionnaires de sitôt. Avec cette information qu'il a sur Im-sama, je pense qu'Oda va l'écarter de l'histoire un certain temps. Sinon, l'autre événement du chapitre, c'est Luffy qui annonce à ses Nakama son rêve ultime. Et ce rêve m'intrigue beaucoup trop. Qu'est-ce que ça peut être? J'en ai aucune idée, mais ça doit être quelque chose en lien avec la notion de liberté qui est si chère à Luffy. Shanks a carrément pleuré en l'entendant. Et c'est sûrement ce rêve de Luffy dont il parlait quand il disait à Riley qu'il a rencontré un enfant racontant la même chose que son ancien capitaine Roger. En tout cas, c'est quelque chose de très ambitieux vu qu'il faudrait au moins être le roi des pirates pour pouvoir le réaliser. Sinon, j'étais complètement mort quand Luffy a appris pour Vivi, il était là en mode c'est bon, on fonce à la basta, je m'en bats les couilles, on va l'aider. J'ai retourné Kaido, moi j'ai peur de personne. Et le chapitre se termine avec la rencontre avec Jewelry Bonnet. Grâce à elle, les Mugiwara vont sûrement apprendre ce que s'est réellement passé lors de la rêverie. Loin des fausses informations dans les journaux, les prochains chapitres s'annoncent tout aussi passionnants. Voilà, c'est ici que se termine cette première revue de One Piece sur ma chaîne. Plus que jamais, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si ça vous plaît et si je devrais continuer d'en faire quand j'aurai le temps. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.